La balade commence ici, plage de Gigaro, dans une explosion de couleurs due au laurier et des bouquets de senteurs dans lesquels domine l'eucalyptus. Alors vous en rencontrerez deux sortes. En réalité, ce sont les mêmes, mais celui-ci est jeune. On reconnaît très bien l'eucalyptus jeune grâce à sa feuille qui est presque ronde, duveteuse, et quand vous la caressez, vous faites disparaître le blanc, comme de la poussière qui s'efface lorsque vous frottez dessus. Par contre, l'eucalyptus adulte a des feuilles beaucoup plus longues, effilées, très dures et en tout cas très vertes. Et puis méfiez-vous, ne confondez pas le laurier rose avec le laurier sauce. Celui que je tiens dans mes mains est toxique, alors ne le consommez pas. Cette fois, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, puisque nous atteindrons Cap Teia en fin d'après-midi, en empruntant un sentier littoral du massif des Maures, qui serpente sur de la granulite, une roche très dure, une sorte de granit qui s'effrite. Alors, il est prudent de bien se chausser pour cette balade. Sur la côte méditerranéenne, comme sur la côte bretonne, le vent est un véritable jardinier qui sculpte la végétation. Nous ne sommes pas en Afrique du Nord, ni même en Espagne, et pourtant, je viens d'attraper une petite tarente. C'est un lézard nocturne extrêmement discret, vous ne le rencontrerez que très rarement, dans la journée toujours à l'ombre, ou dans les fentes des rochers, ou sous les pierres. Il est très utile aux hommes parce qu'il court le long des murs et au plafond des maisons, à la recherche de moustiques. Il peut le faire parce qu'il a sous les doigts des petites lamelles tapissées de petits poils qui ont la forme de crochets. C'est du velcro. Alors il est stressé, et quand il est stressé, eh bien, il est bien entendu malheureux, mais il se tétanise. Ils peuvent donc rester comme ça sur le dos un petit moment. Mais n'exagérez pas, parce que là, il est absolument malheureux, il faut vite le remettre en liberté. Les feuilles du cyste poissent parce qu'il a mis en œuvre un système qui lui permet de combattre les effets du soleil. Au Portugal, là où le grand cyste est abondant, les populations le coupent et l'agglomèrent sous forme de bûches qui serviront de combustible pendant l'hiver. Évidemment, à la fin du mois d'août, les cystes sont défleuris. Pour voir leurs jolies fleurs fripées, il faut venir ici au printemps. Ils sont très nombreux, ils forment des buissons et quelquefois, quand on passe contre, ils laissent des taches sombres après les vêtements. Mais n'ayez aucune crainte, vous les lavez normalement, la tache disparaît très facilement. Bernard Deveau, bonjour. Alors Bonjour. cette splendide tortue d'Hermann est-elle vraiment en voie de disparition? Oui, elle est très menacée. Vous avez là en face de vous le reptile le plus menacé de France. Il n'y en a plus que dans notre région, dans le massif des Maures, ici, dans ces collines. Et c'est un animal en extinction. Donc notre association essaie de le protéger actuellement. Alors qu'est-ce qui la met en péril? Alors le gros problème, bon, ce sont les incendies bien entendu, mais le second sur lequel on pourrait peut-être avoir un impact, c'est le ramassage du public. La plupart des gens, quand ils viennent dans cette région, ils voient une tortue, c'est un animal sympathique, et ils la ramassent. Et nous pensons qu'il y a environ 2 à 3 000 tortues qui chaque année partent d'ici et qui partent pour la Belgique, l'Allemagne, Paris. C'est évidemment stupide pour cet animal. D'autant plus que sur un balcon quelque part à Bruxelles ou ailleurs, elle ne se reproduit pas. Oui, elle ne se reproduit pas, puis elle n'a pas le climat qui lui convient. Hein. Elle a besoin du soleil provençal pour ses œufs et puis aussi pour vivre normalement. Donc un animal que vous enlevez d'ici, il est fichu, quoi, il est perdu. Alors celle-ci est adulte, par contre vous en avez une toute neuve dans votre main gauche. Voilà, parce que je voulais montrer que quand elles sont jeunes, ce sont des petites choses très délicates et il n'y a pas seulement les hommes qui peuvent leur poser des problèmes, il y a des prédateurs naturels, il y a les rats, les couleuvres, les fouines, les blaireaux, les pies. Et quand c'est tout petit comme cela, vous voyez, celle-ci elle sort tout juste, là elle est née
fin août. Elle est toute déformée encore. Elle est encore déformée parce qu'elles ont en général la forme de l'œuf, vous voyez, un petit peu allongée. Et puis au bout de quelques jours, quand elle va être bien hydratée, elle va prendre sa vraie forme ronde. Mais ça, c'est très fragile, c'est un petit jouet vivant. Et il est certain que quand des enfants voient cela dans la garrigue, vous pensez, ils ont envie de la remettre. C'est tentant. Et ils pensent même le faire pour protéger l'animal. Ils disent il vaut mieux le ramener à la maison. Mais ça n'est pas une bonne idée, vous le savez très bien. Un animal sauvage, il doit rester dans la nature. Complètement. Mais comment est-ce qu'elle fait pour arriver à sortir de sa coquille? Il y a un double phénomène. Il y a musculaire, des coups de rein, et puis il y a un phénomène d'hydratation. L'eau gonfle l'animal et il fait exploser l'œuf. Vous l'avez vu tout à l'heure, la coquille a explosé littéralement. Voilà donc le petit de un jour, que dis-je un jour, 1 heure, et voilà une bête qui a 25 à 30 ans à peu près, la femelle. Eh bien, souhaitons longue vie aux tortues d'Hermann. Merci Bernard Deveau. Merci. Il est toujours agréable de randonner à l'ombre des pins parasols, mais nous les délaisserons pour visiter plus loin une forêt constituée d'eucalyptus, de chênes verts et de chênes lièges. L'écorce des arbres produit une couche protectrice, le liège. C'est le chêne liège qui détient la palme de l'épaisseur et de la qualité. Alors ce liège est constitué de cellules extrêmement serrées, remplies d'air et parfaitement imperméables. C'est ce qui permet au liège de flotter longtemps à la surface de l'eau. La première écorce n'est pas intéressante économiquement parce qu'elle est fissurée, elle est craquelée. On va donc l'enlever. On appelle ça le démasclage. Une autre écorce va repousser. Celle-là est plus intéressante, elle est plus belle, plus lisse, plus dense. C'est avec cette écorce que l'on fabriquera les bouchons. Il en faut environ 1 kg pour fabriquer après traitement entre 100 et 110 bouchons. Celle-ci est encore beaucoup plus jeune. Elle mettra entre 5 et 10 ans pour devenir comme celle-là. Regardez l'épaisseur, environ 3 cm. Vous franchirez la forêt par un important dénivelé. Rassurez-vous, ça ne dure pas très longtemps et puis ça fait du bien aux cuisses. Une fois là-haut, vous rencontrez un plateau boisé de chênes lièges et de chênes verts. Là, vous prenez à droite le sentier balisé en jaune. Il vous conduit directement au Cap Lardier. Tout au long de la balade, vous rencontrerez cette euphorbes. Attention, ne laissez pas les enfants jouer avec car il s'agit là d'une plante toxique. D'ailleurs, il suffit d'arracher une feuille pour voir la sève laiteuse s'écouler. Et si vous en avez un petit peu sur le bout du doigt, ne vous frottez surtout pas les yeux avec. Les euphorbes peuvent prendre des allures très différentes. Ceux-ci ressemblent à des herbes. Sur le littoral saharien, ils ressemblent à des cactés chargés d'épines. Et encore plus loin, sur les rives du Niger, ils peuvent ressembler à des arbres qui ont des troncs gros comme ça et qui peuvent mesurer 6 mètres de haut. Un petit peu à l'écart du sentier, sous les pierres, à l'ombre, dans l'humidité et la fraîcheur, vous pourrez rencontrer un petit scorpion. Il est totalement inoffensif. Il habite ici dans le massif des Maures, on le rencontre aussi dans l'Estérel et puis dans bien d'autres lieux dans le midi de la France. Il est extrêmement discret, c'est un petit scorpion fouisseur. On le voit très très bien parce qu'il a des pinces qui ressemblent à des pelles. Il s'en sert pour creuser le sol. Mais il est beaucoup trop petit pour que je puisse vous parler facilement de sa morphologie. Alors je vais vous en montrer un plus grand. Mais celui-là ne vit pas dans le massif des Maures. Je l'ai ramené d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs je vais le reconduire sur le lieu de capture dans très peu de temps.
On voit distinctement également ses 8 pattes et son abdomen qui se prolonge par une sorte de queue au bout de laquelle on peut voir une glande à venin qui a la forme d'une poire, elle est double, et à l'extrémité de cette glande à venin, son dard qui va lui permettre donc d'injecter ce poison qui est en fait neurotoxique. Il agit sur les centres nerveux. Vous rencontrerez sur le bord du chemin des petits lieux humides, bourrés de fraîcheur. Ce sont des sources. Mais certaines d'entre elles jaillissent sous le niveau de la mer. Alors celles-là, bien sûr, vous ne les verrez pas. Ça y est, nous sommes arrivés au terme de notre balade, car nous avons atteint le cap Théia. Mais un petit conseil, quand vous aurez franchi cap Lardier, réglez votre allure pour arriver ici au moment où les baigneurs désertent la plage, car ils sont aussitôt remplacés par les goélands argentés. René, bonjour. Bonjour. Dites donc, il y avait du monde dans les calanques aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il a fait beau, ouais. Allez, je vais monter en essayant de ne pas me casser la figure dans l'eau. Vous appuyez le pied sur la corde. Voilà, vous attrapez le capian. Je attrape le capian. Et vous envoyez la jambe. J'envoie la jambe. Allez, hop, Et voilà. la partie est gagnée. Dites-moi à tous ces touristes qui débarquent ici le dimanche, Ouais. est-ce que ça pollue pas quand même un peu trop la calandre et les calandres? Un petit peu quand même, parce qu'ils laissent traîner enfin, leurs bouteilles, leurs papiers. Ils sont pas très très propres. Il faut... Surtout les étrangers, les Suisses, les Allemands, les Belges, les Italiens. Ah bon? Les arrivants de pays conquis, bon, c'est vrai que enfin, ça évolue un petit peu quand même. Mais les mois les plus durs, c'est quand alors? Pour nous, enfin, qui sommes résidents ici, c'est surtout, bon, il y a 2 gros mois, juillet et août, où il y a beaucoup de monde, mais c'est Pâques et Noël aussi. Là, alors là, il n'y a que des étrangers qui, eux, alors ils laissent le tout. Mais vous n'avez pas l'impression quand même que progressivement les mentalités évoluent? Oui, ça change un petit peu dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens qui ont des petits bateaux qui vont à la pêche, qui jetaient toutes leurs boîtes d'esque à la mer, tout ça les ramène maintenant, enfin la plupart les ramènent, les jettent à la poubelle, et puis il y a des voiliers qui balançaient des sacs
à la mer, il y en a qui les ramènent aussi maintenant. Ça s'améliore un petit peu. Donc, vous êtes plutôt optimiste. Oui, il faudrait que ça continue, que ça... Prenez faire gagner la terre, en Okay. essayant de ne pas tomber dans l'eau. Au Il revoir. n'y a pas loin hein, pour sauter. Le pied sur la corde. Et voilà. C'est parfait. Allez, à bientôt. À bientôt. Après être parti, il y a 1h30 environ de la calanque de Sormiou. Je viens de dépasser la calanque de Morgiou. C'est encore une fois une petite calanque très sympathique à franchir par un calcaire quelquefois dangereux parce qu'il est glissant. Il y a des pierres, il y a de la terre qui ruissellent le long de la montagne et qui s'accumulent. Alors là, le terrain est dérapant, il faut faire attention. Et vous verrez plus loin encore, à force de recevoir les semelles des randonneurs, ce calcaire se lustre, il se transforme. C'est presque du verglas. Là aussi, il faut être très prudent. Un des premiers petits arbustes que vous rencontrerez sur le chemin, ce sont ces chênes kermès. Leurs feuilles ressemblent aux feuilles de houx. Elles sont d'un joli vert très brillant sur le dessus, très terne mais beaucoup plus pâle au-dessous. Et c'est un arbre qui est extrêmement répandu ici. Il a souffert du feu, bien sûr, il souffre aussi du manque d'eau. Et il a souffert à une époque de la cochenille. C'est un petit insecte qui venait se répandre sur les rameaux, qui venait sucer la sève de l'arbre, et cet insecte, eh bien, figurez-vous que les hommes le récupéraient. Ils le capturaient, ils le faisaient sécher, et ils l'utilisaient pour fabriquer une teinture toute rouge. Les amateurs de minéraux n'auront aucun mal à découvrir dans les calanques ces formidables filons de calcite, ce carbonate de calcium qui offre des quantités de formes cristallisées. Ils pourront même s'en approcher de très près puisque quelquefois ces filons sont carrément sur le sentier. Et vérifier qu'il s'agit bien de calcite, peut-être en faisant simplement le test de la dureté, en sortant le couteau, ils pourront effectivement rayer le minéral. Ça se raye très facilement avec l'acier, c'est donc probablement de la calcite. Si vous souhaitez faire les calanques de Marseille à Cassis, vous pouvez vous arrêter ici pour passer la nuit. Nous sommes dans la calanque Sugiton, c'est un excellent endroit, l'eau y est merveilleuse, il y a des petites plages, des rochers pour plonger, et il y a même dans la montagne au pied des falaises des quantités énormes d'abris sous roches qui pourront vous protéger pendant la nuit. C'est un endroit à visiter, mais surtout à la fin de l'été, parce qu'ici l'été il y a beaucoup de monde et il fait très très chaud. Pour trouver les abris sous roche, en sortant de la calanque Sugiton, il faut abandonner le GR qui remonte tout droit dans la montagne et au contraire suivre un petit sentier balisé d'un seul trait rouge qui suit la falaise, qui suit la côte à quelques mètres du niveau de la mer. Vous êtes obligé de tomber dessus, mais attention, le sentier est glissant.
à 5 minutes de la calanque de Sugiton, vous découvrirez un petit endroit de rêve, un petit morceau de paradis. Un lieu façonné par la nature, bien sûr, le vent et la mer, et les rochers qui se sont affalés ici, mais également par les hommes. Regardez ici ces plantes, le yucca, regardez l'agave, regardez le mésembryanthème, regardez le tamari et ici le laurier rose. Ce sont des végétaux qui ont été introduits par les hommes pour leur plus grand plaisir. C'est un porche qui s'ouvre vers un endroit tout à fait sympathique. Nous sommes là à proximité d'une plage naturiste. En fait, il s'agit plutôt d'une dalle immense, très vaste, qui s'incline doucement en direction de la mer et sur laquelle il fait très bon vivre. J'attaque la remontée vers le mont Puget en empruntant la calanque à l'œil de verre. Un œil qui vous regarde dès que vous avez franchi le premier pas sur le sentier. Et cet œil, vous le rencontrerez plus haut dans un passage difficile. Et des passages difficiles, vous en aurez tout le long de ce sentier. Ils sont heureusement aménagés. Montez doucement. Mettez votre cœur en équilibre avec votre corps et tout ira bien. Voici un petit endroit aérien, mais la main courante est solide. N'ayez pas peur. En tout cas, c'est un endroit qui nécessite d'avoir rangé son matériel photo et ses jumelles, parce que sinon, il se frotte au rocher. L'œil est ici. Il pleure, il est de larmes. Voilà un joli lézard vert, des calanques. Un petit animal difficile à trouver parce qu'il est extrêmement craintif. C'est un mâle, il a la gorge bleue, il a aussi des oreilles bien visibles. Les tympans des lézards sont très nets alors que les tympans des serpents, on ne les voit pas, il n'y en a pas. Les serpents, c'est sourd, pas le lézard. Alors il a 4 pattes dont il sait très bien se servir. Regardez la position de ses pattes arrière, ça lui sert non seulement à courir, mais également à sauter de rocher en rocher. Ses doigts de différentes longueurs lui assurent des prises tout à fait puissantes sur le rocher. Il est capable d'en trouver très facilement grâce à ses longs doigts nantis de griffes. Une petite chose qu'il faut également savoir sur ce lézard, c'est qu'il mord, effectivement, il mord très fort. Sa morsure est quelquefois douloureuse, surtout si on se fait mordre à l'extrémité du doigt, mais elle n'est jamais dangereuse. Si vous voulez qu'un lézard qui vous tient comme ça vous relâche, il ne faut pas le suspendre, il s'accroche au contraire. Il faut le descendre à ras du sol, là il prendra prise et il pourra s'enfuir.
Transportez-vous quelques milliers d'années en arrière. Le massif de l'Estérel n'est pas rose, il est vert. La roche est recouverte par la forêt. Une forêt composée essentiellement de chênes verts et de chênes lièges. Aujourd'hui, cette forêt est complètement dégradée par les incendies à répétition. Seuls quelques îlots sont encore protégés dans les combes, dans les creux humides. Même le pain maritime est en voie de disparition, bien sûr, sous l'effet dévastateur des incendies, mais aussi par la présence d'un petit insecte de 3 mm de long. Il a déjà causé de graves dégâts dans le massif des Morts. Il est actuellement en train de parachever son travail dans le massif de l'Estérel et on le connaît dans la région de Nice. Après son attaque, le pin exude de grandes quantités de résine. Ses aiguilles vont jaunir, ses branches vont sécher et l'arbre finira par mourir. La résine qui dégouline le long de l'arbre peut devenir un piège mortel pour la fourmi. Elle est complètement prisonnière. Elle va finir probablement par être engluée totalement, transformée en une véritable inclusion. Et qui sait, peut-être dans quelques millions d'années, nous retrouverons cette goutte de résine fossilisée, ça sera de l'ambre, qui emprisonnera un témoin de notre époque. Bonjour. Regarde sur la scie à cheval. Alors, quoi de neuf? Vous avez vu des choses? C'est calme. J'ai quand même remarqué que le pain maritime avait des problèmes. J'ai même presque l'impression qu'il est en train de disparaître. Le pain maritime, ça fait 30 ans qu'il a de sérieux problèmes. Alors on s'est aperçu, là, début des années 60, d'un phénomène un peu particulier, des coulées de résine importantes sur le tronc. Et le forestier, qui est quelqu'un de curieux de nature, en définitive, on a trouvé un petit insecte. Oh, ça fait 1/10 de millimètre, c'est microscopique, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et c'est en définitive une cochenille qui a atteint l'arbre dans son métabolisme. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de prédateur pour ce petit insecte? Eh bien si, il y en avait un de prédateur. Alors c'est un peu l'histoire des dinosaures, si vous préférez, hein. Enfin, on suppose. Mais moi, je forte chance que ce soit ça en définitive. Car si on regarde bien un petit peu avant le début des années 60, n'oublions pas le gel important de 1956. Les oliviers ont gelé, le thermomètre a chuté à moins 18, moins 20 degrés. Et probablement que le prédateur de ce petit insecte, qui était une coccinelle, alors laquelle? Ça reste, on ne sait pas vraiment. Eh bien, probablement que ce prédateur a disparu. Et puis le Massucoccus, nom de cet insecte, s'est trouvé voué à lui-même, d'où l'attaque sur le pain maritime qui a carrément, en moins de 30 ans, décimé le pain maritime. Alors qu'est-ce qui va devenir ce pain maritime? Pour l'instant, il meurt de sa belle mort. Alors il s'adapte, car il va régénérer très jeune, il donne des cônes de pain très tôt pour assurer la descendance. Ça, c'est la nature qui est ainsi faite. Mais dès l'âge de 15 ans atteint, l'écorce se craquelle, se nynifie. Hein, donc les endroits, l'écorce est plus fine par endroits. Et le Massucoccus à nouveau présent. Alors c'est un peu une vie sans fin. Et probablement que le pain maritime, si ça continue, va être voué à la disparition totale du massif. Alors nos petits-enfants ne le verront pas? Si, ils le verront. Si. Eh bien, au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Allez. Regardez, les crapauds buffaux ne sont pas encore rentrés dans leur terrier. Enfin, le mâle est dans le fond là-bas, je le vois, la femelle est ici. Regardez comme c'est beau. Et je suis sûr que vous pouvez même tomber amoureux de ses yeux. C'est un crapaud femelle, donc le crapaud n'est pas le mâle de la grenouille. La femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Le mâle, lui, s'est déjà enfoncé dans ce rocher, sous ce rocher. Il recherche l'ombre et l'humidité. Il est pustuleux, il est vénéneux, ne le mangez pas. Ses principales glandes se trouvent situées juste derrière l'œil. C'est un petit animal que l'on trouve ici, y compris dans les zones sèches en cette période, tout simplement parce qu'il est nocturne et qu'il s'abrite profondément dans le sol. D'ailleurs, cette femelle, je crois, va retourner rejoindre le mâle. Dans cette balade du Cap Roux, vous rencontrerez quelquefois une petite route. Mais rassurez-vous,
Elle est interdite à la circulation pour raison de sécurité. Seuls les services d'incendie ont le droit de la prendre pour se rendre plus vite dans les lieux de foyer. Restez bien sur le sentier balisé. N'essayez pas de prendre de raccourcis et de rentrer dans ces pierrailles. N'allez pas sur ces cônes de déjection. Le terrain est très instable, vous risquez l'accident. Mais c'est ce qui explique aussi, cette pierraille, la disparition très rapide de l'eau, donc le manque d'eau pour la végétation. Je ne suis pas sur le sentier balisé, vous vous en doutez. Je suis descendu là dans l'espoir d'attraper un lézard ocellé, un très beau lézard vert, bordé de taches bleues, mais il m'a échappé dans la touffe de chêne liège qui se trouve derrière moi. Alors, le porphyre est une roche très dure, mais méfiez-vous, par endroits il est légèrement dégradé, donc il est préférable de ne pas escalader. Bonjour. 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 Alors vous êtes en surveillance là? Ben oui, aujourd'hui, oui. Une journée calme? Très calme pour nous. Et alors vous envoyez des imprudents dans cette forêt? On en voit quelques-uns quand même. Qu'est-ce que vous leur dites? Eh ben, déjà, on a fait la formation. La cigarette, c'est défendu. Ne rien jeter par terre, d'être prudent, quoi, vigilant. C'est surtout ça. Quand on se promène dans les stérelles, les randonneurs sont toujours surveillés. Vous Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour essayer de veiller à leur sécurité. Exactement. On a une vigie d'ailleurs qui est en haut. C'est le point culminant de l'Estérel, le Mont Vinaigre, qui se trouve à 616 mètres. Et que lui voit tout le massif, voit partout. Et on est en contact radio avec lui toute la journée. Donc on peut se promener tranquillement? Oui, je crois tranquillement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Eh bien, bon courage. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Pour aujourd'hui. Même défleurie, la lavande garde son parfum. Vous pourrez donc vous parfumer les mains en caressant la plante et vous avez beaucoup de chance parce qu'il y en a tout le long du sentier. Georges, bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes un enfant du pays. Vous avez travaillé ici dans la forêt toute votre vie, pratiquement, et pour autant, vous n'avez jamais déclenché un incendie. Alors comment vous faisiez? C'était très simple. Il y a le minimum de précautions à prendre, c'est-à-dire tenir des brochaillers, fumer, on éteignait le mégot dans la main, on faisait du charbon toute l'année, on brûlait toute l'année, on n'a jamais fait démarrer un feu. Il y avait peut-être ce côté un peu formation, c'est pas un peu formation professionnelle si vous voulez, mais un bûcheron ne met pas le feu. Et connaître la direction des vents, connaître l'humidité de l'air, on sait ce qu'il fallait faire et ne pas faire à un certain moment. Et on n'allait pas s'amuser à faire des imprudences par temps de Mistral, par exemple. L'Estérel, moi je le vois, il va être en région désertifiée avant la fin du siècle. Vous avez qu'à voir les monts qui sont dénudés, qui sont déjà victimes de l'érosion. Après les incendies, le cycle infernal est commencé. Quand vous rencontrerez l'arbousier, il faut être certain d'une chose, il a du sol, de la terre aux pieds. Vous verrez ce petit arbuste à feuilles persistantes tout autour du caprou. Il est très intéressant parce qu'il apporte une certaine dose d'humidité dans cet environnement très sec. Vous voyez ces fruits, des petites boules toutes vertes en ce moment.
Il faudra attendre cet automne pour les voir mûres. Elles sont toutes rouges, elles seront rangées, elles sont très très belles. On aura l'impression de voir un petit peu des décorations de Noël sur cet arbre. Et au moment où les fruits sont mûrs, les fleurs commencent. Il faudra à peu près donc une année pour que ces fruits arrivent à terme. Là, vous pourrez les consommer, c'est farineux, c'est plein de vitamine C, mais attention, n'en abusez pas parce que ça donne la diarrhée. C'est une mycose, une araignée loup. On l'appelle ainsi parce qu'elle chasse ses proies en courant derrière. Elle ne tisse pas de toiles, pièges, les fameuses toiles d'araignée remplies de rosée le matin que vous rencontrez sur le bord des chemins. Elle rattrape ses proies à la course. Dans le soleil, vous pouvez peut-être voir briller ses yeux, et vous pourrez en compter 8. Comme ses pattes, 8 également. Ses pédipalpes, ici, et ce qui lui sert de moyen de capture et en même temps de moyen de défense, ses chélicères, qui sont prolongés par des crochets qui lui permettront donc d'injecter son venin neurotoxique. Celle-ci possède sur son dos toute une foule de jeunes. L'éclosion vient d'avoir lieu, les jeunes se sont échappés, ils sont maintenant sur le dos de la femelle. Ils sont ainsi protégés parce que lorsqu'un prédateur va venir, lorsqu'un ennemi va approcher de la bête, eh bien, elle va le repousser, elle va se défendre et du même coup, sans le savoir, elle va défendre sa progéniture. La balade est maintenant terminée. Il a fait très chaud, nous sommes au mois d'août. J'ai bu 3 litres d'eau dans la journée. Alors si vous avez l'occasion de venir dans cette région au mois de mai et au mois de juin, profitez-en. Il y fera bien meilleur et vous verrez en plus la végétation en fleurs. Adressez-vous à la Maison du Tourisme de Saint-Raphaël pour profiter des 6000 hectares de la forêt domaniale de l'Esterel, pour gravir le pic de l'Ours ou les 614 mètres du Mont Vinaigre. Renseignements, adresses utiles et documentation vous attendent. Nous partons pour le Mont Ventoux à partir de Brantes. Nous mettrons environ 4h30 pour atteindre le sommet. Mais avant, nous visiterons ce petit village paisible et nous rencontrerons les artisans qui sont venus là chercher la sérénité et surtout l'inspiration.
Pour atteindre le versant nord du Mont Ventoux à partir de Brantes, vous êtes obligé de traverser le Toulourin, ce qui signifie en provençal le tout ou rien. Et c'est vrai que ce petit torrent qui draine plutôt l'été une eau calme et claire, qui peut d'ailleurs vous accueillir pour la baignade, est capable de se déchaîner lorsque de puissants orages éclatent sur la montagne. Rappelez-vous le drame de Vaison-la-Romaine. Il a fait un petit orage cette nuit, regardez la couleur de l'eau. Les falaises du Ventoux sont au-dessus de nous. Elles sont cachées par la forêt. Mais depuis des millénaires, des petites pierres se sont détachées. C'est ce qui forme cette pente aujourd'hui, ici. On ne les voit pas, ces pierres, parce que depuis, la végétation s'est décomposée et puis elle a gagné du terrain. Aujourd'hui, on voit des petites herbes qui se dégagent de cette mousse et cette mousse elle-même qui sert en fait de ciment. Regardez, les pierres sont juste dessous. Elles ne sont pas loin. Et cela suffit à beaucoup de petites plantes, comme par exemple ces orchidées, qui ont réussi à se développer ici. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont fanées. Nous sommes partis depuis environ 1 heure de Brantes. Nous avons emprunté un excellent chemin forestier, mais nous l'abandonnons ici au profit d'un petit sentier qui nous conduit directement au sommet du Mont Ventoux. Alors pendant les 2 prochaines heures, nous serons en forêt et la dernière heure, nous emprunterons des cônes de déjection, des caillasses. Alors il faut monter doucement, soyez prudents, n'allez pas trop vite. Vous pourrez vous mettre à l'ombre, bien entendu en chemin, mais vous pourrez aussi faire une halte au Mont Serein et vous rafraîchir puisqu'il y a des quantités de petits endroits pour vous accueillir. Entre Brantes et le sentier qui va nous conduire au Mont Ventoux, une sauge en fleurs. Regardez ce qui va se passer. Imaginez l'insecte gourmand qui va venir ici chercher le nectar dans le fond de la fleur. Il va enfoncer ici ce poussoir et regardez, la crosse va sortir de la fleur et déposer un petit peu de pollen sur le dos de l'insecte. La pollinisation est en cours car l'insecte va transporter ce pollen vers une autre fleur. Faire l'ascension du Mont Ventoux au mois d'août, c'est prévoir le Caouet parce que le temps est extrêmement changeant. Nous venons de Brantes, nous sommes ensuite passés près de la maison forestière, au pied de la petite colline. Nous en avons fait le tour par le chemin et nous sommes arrivés jusqu'ici. Il nous faut encore une demi-heure pour atteindre le pied du sentier. Les lausses que vous rencontrerez sur le sentier sont le résultat d'une érosion due aux écarts thermiques. Et écoutez comme elles sont sonores.
La forêt de résineux est bien en dessous de nous, ce qui nous permet de distinguer facilement le mélèze parce qu'il est représenté ici par des flaques beaucoup plus claires, alors que le pin qui domine, lui, est beaucoup plus sombre. Restez bien sur le sentier balisé, soyez très attentifs aux bifurcations et celle-là est particulièrement dangereuse car regardez, le sentier semble se poursuivre. La fausse piste s'arrête ici. Regardez comme c'est dangereux. Et si en plus il y avait du brouillard? Sachez que toutes les pierres qui sont amoncelées au pied des falaises arrivent des sommets, s'aparpinent sans arrêt. Et si en plus vous passez sur ce cône de déjection, sur ce tapis minéral, il va vous entraîner jusqu'en bas. Le Mont Ventoux est une sorte d'île franchement détachée du massif alpin. Son climat y est tout à fait particulier. En plein été, vous pouvez au sommet subir la canicule et quelques heures après, d'importantes chutes de grêle et même de neige. L'hiver, il peut y faire moins 30 degrés. Du coup, la végétation y est exceptionnelle. Elle est souvent rare, comme ce pavot du Groenland qui est en fleurs jusqu'à la fin du mois d'août. On voit ici son bouton et ici, ces graines qui sont en préparation. Les derniers mètres sont toujours les plus difficiles, mais je crois que le record est détenu par le Ventoux. C'est vraiment une montagne épuisante. Et à gravir le plus léger possible. Ce qui rend l'ascension difficile, ce sont ces pierriers. Je pense que je vais bientôt voir la table d'orientation. Pour avoir fait plusieurs fois l'ascension du Ventoux par son versant nord, je déconseille cette balade aux randonneurs non expérimentés. Non seulement parce que le dénivelé est important, mais également parce que nous arrivons par des pierriers. Pour une troisième raison enfin, tout le long du chemin, vous risquez de rencontrer des départs de sentiers qui mènent nulle part, si ce n'est sur des cônes de déjection extrêmement dérapants qui aboutissent au-dessus de falaises vertigineuses. Alors attention, prudence!